Bon, bonjour tout le monde. 11 heures, on commence à l'heure. J'espère que tout le monde qui voulait se joindre à nous est là. Euh, je vous souhaite le bienvenu, bien évidemment, au webinaire de Vénère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, premièrement, la barbe, elle n'a pas poussé pendant le confinement, elle a été là avant. Moi, je m'appelle Jens Fallera, je suis associé en droit des sociétés et j'ai eu le grand plaisir ou fardeau d'animer cette session de webinaire de chez Vénère. Et on commence tout de suite. On va essayer, peut-être brièvement vous dire ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de vous donner un point de vue assez pragmatique de la situation actuelle, sans aller trop dans la théorie juridique. Si vous avez des questions, la fonction chat est désactivée, mais vous pouvez a priori utiliser la fonction Q&A si vous la voyez sur votre écran. On va essayer de répondre à vos questions soit tout de suite, soit peut-être dans un deuxième temps via email, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces fonctions-là. Et aussi, sachez que la session sera enregistrée. Donc, si vous ratez 5 minutes parce qu'il y a vos enfants qui hurlent ou autre chose, vous pouvez toujours regarder la session dans un deuxième temps sur LinkedIn, etc. Vous avez peut-être suivi un tout petit peu nos communications en ligne, surtout sur LinkedIn et sur notre site web, sur tout ce qui s'est passé. On n'est pas les seuls, tout le monde en communique. Pour nous, c'est important de vous donner notre point de vue pragmatique et je commence peut-être avec la question, je ne sais pas si c'est le secteur le plus intéressant, mais quand même, je pense que pour la plupart des clients, c'est surtout le point du social. Donc, Valérie Orsini Morgado va vous reprendre. Et Valérie, je te demande de dire quelques mots. Mais avant que je dise ça, un petit jeu quand même. Mes panélistes, vous savez peut-être pas encore, mais la réponse « ça dépend » est interdite, formellement interdite. Et si jamais vous l'utilisez, ça sera une tournée à me payer la prochaine fois qu'on se voit au bar. Donc, Valérie, ne pas répondre avec « ça dépend » tout de suite. Valérie, bon, on sait tous qu'aujourd'hui, la mesure qui a été largement utilisée, je pense déjà on est à 5 millions de demandes, c'est le chômage technique. Est-ce que tu as déjà des retours un peu pratiques sur les délais, sur peut-être des défauts de fonctionnement, sur des problèmes que les clients ont eu avec le chômage technique? Alors, les retours pratiques, c'est l'absence d'explication sur le fonctionnement du site, puisque faire une demande de chômage partiel nécessite d'aller se connecter à un site de l'administration, remplir un certain nombre d'éléments. Et les questions qui se sont posées principalement, c'est est-ce que j'ai intérêt à demander une longue période ou une période plus courte? Réponse, il est certain aujourd'hui qu'il faut demander la période la plus longue possible et mettre le plus de salariés possible dès les premières demandes. Deuxième question, est-ce que je peux modifier ma demande en cours de route? Je sais qu'un de mes interlocuteurs est aujourd'hui sur ce webinaire. Nous sommes interrogés la semaine dernière. Heureusement qu'elle a réussi à obtenir la directe au téléphone, car on a compris qu'il fallait aller faire créer un avenant à la demande initiale. Donc, il y a plein de questions pratico-pratiques qu'il faut anticiper. Il faut vraiment que les entreprises et les DRH se parlent entre eux, parce que ça permet à chacun de gagner du temps. Les délais sont assez longs parce qu'il y a tellement de demandes que le fait de créer son compte, j'ai des clients qui ont fait des demandes il y a 15 jours qui n'ont toujours pas de retour, mais je dirais qu'au bout de 8-10 jours, généralement, on sait que son dossier est enregistré. Ça commence à bien fonctionner. La deuxième chose pratico-pratique que m'ont expliqué les DRH, c'est qu'il était indispensable de préparer ces dossiers avant d'aller sur les sites, tant pour faire une demande de chômage partiel, enfin d'activité partielle, que dans un deuxième temps quand on va demander l'indemnisation. Parce qu'on demande des informations précises et tout le monde dit que c'était vital d'avoir ces petits tableaux près, ces heures, le taux horaire de chaque salarié, l'identification de chaque salarié pour gagner du temps. Voilà. Mais juste une question, Valérie. Tu as dit, dans le doute, vous demandez plutôt la période la plus longue possible. Oui. Ça veut dire que si ma demande est reçue favorablement, et j'ai tout à coup besoin de mes salariés parce que le confinement s'arrête plus tôt que prévu ou que sais-je, je peux dire, finalement, on arrête tout, venez. L'État devrait être content. Il y a deux stades, deux niveaux. Le niveau de ma demande auprès de l'administration
et la communication que je vais faire et la pratique que je vais en faire avec les salariés. Donc, je dois bien évidemment communiquer avec les salariés comme je dois, je crois que tout le monde le sait, communiquer, faire une infoconsulte avec le CSE, que je peux faire a posteriori dès lors que je suis dans le cadre du Covid. Pour autant, je dois après informer les salariés, vous êtes en chômage partiel jusqu'à temps, en pouvant leur dire cela sera reconductible. Ce qui permet à l'entreprise de se placer sur la demande initiale. Et pourquoi est-ce important ? C'est qu'on ne sait pas comment va réagir l'État français. On s'inscrit dans un cadre existant qui est amélioré. Dans le cadre initial, on fait une demande de chômage partiel. L'État ne vous demande pas de prendre des engagements en parallèle, notamment de maintien de l'emploi. Il ne vous demande rien de tout cela. Alors que si vous refaites une demande nouvelle, là, l'État, et on ne sait pas encore ce que l'État va demander, l'État peut dire vous, employeurs, souscrivez des engagements, notamment de ne pas licencier du personnel. Donc, on a tout à fait intérêt à être dans une demande initiale le plus large possible, puisqu'on a la capacité de moduler. J'en déduis de ce que tu viens de dire qu'il n'est pas impossible de procéder à des licenciements. Oui. Même pendant, ou disons, comment je m'organise si je me rends compte, soit déjà aujourd'hui le chômage technique ne me suffit pas, moyen court terme ou long terme, ou je sais déjà qu'une fois le chômage technique, disons que j'ai fait une demande jusqu'à fin août, début septembre, il va falloir que je mette en place un plan ou que je procède à l'ICE. Comment ça marche concrètement? Alors, concrètement, dès lors qu'on n'a pas eu d'engagement, dans le cadre nous n'avons pas souscrit, nous, employeurs, d'engagement de ne pas licencier les gens dans le cadre d'une deuxième demande, parce qu'on peut être déjà dans ce cas-là, compte tenu de l'antériorité du 16 mars, on peut, a priori, licencier. Si on licencie, ça veut dire qu'à notre sens, nous pouvons lancer un plan, par exemple, parce que c'est souvent des licenciements collectifs, on peut commencer à initier la procédure de licenciement collectif, mais on ne pourra pas notifier le licenciement à un salarié en chômage partiel. Ça veut dire qu'à un moment, il faudra sortir ce salarié du chômage partiel pour lui notifier son licenciement. Mais on peut lancer la procédure et on le sortira à un moment T du chômage partiel. Et peut-être une dernière question, Valérie, avant qu'on essaie de voir d'autres secteurs, d'autres intervenants. Moi, j'ai entendu de la part de quelques clients qu'un grand problème était l'absentisme, l'absentisme des salariés qui ne se sont pas présentés à leur lieu de travail parce qu'ils pensaient que finalement, c'est le confinement, je ne dois pas travailler, je suis chez moi, de toute façon, j'ai une famille et il y a mes enfants, etc. Qu'est-ce que je peux faire avec ces salariés-là, aussi d'un point de vue théorique, mais aussi peut-être pragmatique? Alors, d'un point de vue théorique et pragmatique, la première chose, c'est que dès lors que l'entreprise poursuit son exploitation, qu'elle a mis en œuvre les moyens matériels de protection des salariés, elle doit tout de suite rappeler et notifier à son salarié qu'il doit reprendre son activité. Et s'il ne reprend pas son activité, à mon sens, on se retrouve dans le cas classique d'un abandon de poste. La problématique serait différente si l'entreprise ne donnait pas les moyens aux salariés de travailler en sécurité avec les gestes de distanciation, avec les éventuelles protections selon les domaines d'activité, sans respecter les éventuelles règles qui sont en train d'être mises en œuvre dans un certain nombre de fiches métiers établies par l'État et d'ailleurs par des syndicats. Il y a une chose tout à fait intéressante de l'IUM sur ce sujet-là, donc dans la métallurgie, et que le salarié, dans ce cas-là, tenait un autre discours en disant « En réalité, je ne viens pas travailler parce que vous ne m'assurez pas de travailler dans des conditions de sécurité requises. » Là, la problématique serait différente. Soit le salarié a raison, auquel cas le salarié, en réalité, ce qu'il fait, c'est un droit de retrait, soit le salarié a tort parce que l'entreprise a tout mis en œuvre et son droit de retrait en l'état actuel n'est pas justifié. Voilà. Mais il y a aussi peut-être une difficulté qui relève du genre moral dans ce temps difficile pour tout le monde. Faire le choix côté employeur de prendre des mesures disciplinaires, c'est peut-être pas… Bon, ça c'est plutôt quelque chose qui est une question RH, mais c'est peut-être pas forcément toujours le bon choix non plus. Ah, ça sera dosé au cas par cas, selon la personnalité des gens, selon l'ancienneté du salarié.
Les retours que j'ai eus, notamment de sites de production, hein, j'ai eu quelques retours sur le territoire français de DRH qui me disaient que c'est comme tout, c'est à l'image de la société française. Il y a des gens qui ont sincèrement peur et qui sont sincèrement terrorisés. Et je crois que cette crainte-là, elle peut être entendue des RH et d'apaiser les gens et de trouver des solutions et d'essayer de favoriser le télétravail dans la mesure du possible. Et puis, j'ai aussi d'autres retours de DRH qui me disent que certains trouvent que c'est très, très bien le chômage partiel ou le télétravail parce qu'ils considèrent que ça leur permet de s'extraire d'un contrôle de l'employeur. Donc, c'est à l'image de l'humanité. Hein. Voilà. Mais c'est aussi un retour qu'on a eu. Hein. Et de leur demander de prendre leur congé, ça c'est quelque chose qui n'est pas oui. toujours possible, ou est-ce que moi j'ai cru comprendre que le salarié n'est pas obligé de suivre cette demande de l'employeur, ou dans quel cas est-ce qu'il est obligé? Est-ce qu'on a déjà vu des demandes de prise de congé dans notre pratique? Oui, et ça, à mon sens, il y en aura de plus en plus, car cela permet aussi d'anticiper le déconfinement. La prise de congés payés ou la pause de RTT, la pause forcée de RTT, l'employeur aujourd'hui, de par les ordonnances, est en droit de l'imposer dans la limite de 10 jours aux salariés qui ont un système de RTT. Les congés payés, c'est un peu plus compliqué, car il faut soit un accord de branche, donc une convention collective, soit un accord d'entreprise signé entre le syndicat et l'employeur. Les accords de branche sont en train de sortir. Pour information, vient d'être publié ce matin l'accord concernant la métallurgie qui est non étendu, mais qui va être étendu bien évidemment, par lequel l'employeur peut imposer la prise de 6 jours ouvrables à ses salariés. Et c'est un outil qui est utilisé et qui l'est d'autant plus que même si ce n'est pas une obligation ni un préalable en droit pour obtenir de bénéficier de l'activité chômage partiel, quand on va sur le site, et qu'on remplit sa demande de chômage partiel, on voit bien qu'on vous demande mesures mises en œuvre, RTT, congés payés, etc. Donc, il faut le faire dans la mesure du possible. Il faut utiliser, je pense que la directe sera sensible à l'utilisation de cet outil. D'accord, merci Valérie, et surtout à tout le monde qui nous écoute, n'hésitez pas à nous poser des questions via l'onglet Q&A ou bien via email à Valérie comme d'habitude, ou à tous les intervenants que vous connaissez au sein de notre cabinet. J'enchaîne peut-être maintenant qu'on a réglé notre problème avec nos salariés, on a pu conserver un peu de notre trésorerie. Se pose la question de mes relations contractuelles avec mes fournisseurs et avec mes clients. Et là, je m'adresse à toi, Jean-François Davenet, associé en droit commercial chez nous. Jean-François, bon, la question est-ce que c'est un cas de force majeure, le Covid-19 ou non, on lit plein de trucs là-dessus. Tu n'as pas le droit de répondre avec ça dépend, encore une fois. Je te pose la question, tu me réponds rapidement. Alors, est-ce que c'est un cas de force majeure, ce qu'on est en train de vivre, ou non? Alors, dans le langage courant, oui. D'un point de vue juridique, c'est malheureusement beaucoup plus complexe. Pour une entreprise qui exploite des magasins B2C, des magasins dont l'activité n'est pas nécessaire à la vie du pays, magasins qui sont fermés depuis le 16 mars, sauf erreur, la situation s'analyse assez vraisemblablement comme un cas de force majeure, hein, parce qu'on connaît tous les critères, l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Le fait que le gouvernement ait dit à partir de demain ou après-demain, vous fermez vos magasins et vous les rouvrirez lorsque je déciderai que vous pourrez le faire, à l'évidence, c'est extérieur, c'est irrésistible et c'était difficilement prévisible il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Pour les autres cas, c'était très intéressant ce que Valérie vient d'exposer. Il y a la possibilité de faire travailler des salariés dans des conditions de sécurité suffisantes. Et donc, les entreprises qui ferment alors qu'elles ne sont pas contraintes par le gouvernement de fermer, la question peut se poser de savoir si effectivement, il y a effectivement extériorité et irrésistibilité. Donc, j'ai intérêt de faire venir un expert qui constate que je suis incapable de respecter les règles et les dispositions sanitaires. Ensuite, j'envoie tout le monde à la maison. Je fais un petit constat d'huissier. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il travaille. On revient là-dessus avec toi, Kitri. Et puis ça va m'aider pour mon argumentation, c'est ça?
Oui, puis accessoirement, je lis un livre et je prends mon temps. Non, malheureusement, dans la situation actuelle, alors ce serait idéal, hein, mais je pense qu'on a tous à parer à beaucoup plus urgent que ça. On fait comme on peut. Et tu le disais justement avant, il y a un côté moral, il y a un côté éthique. Quand les salariés insistent en disant on ne veut pas venir travailler, on ne peut pas venir travailler, soit ils le disent directement, soit via des syndicats, via des organisations représentatives du personnel, et ils poussent à un arrêt de l'activité et que dans le même temps, l'entreprise se rend bien compte que de toute façon, son activité, sa propre activité va être elle-même suspendue parce qu'elle fait partie d'une chaîne de production, il n'y a pas trop le choix. Maintenant, est-ce que valablement derrière, on va pouvoir utiliser cet argument de la force majeure? J'ai des doutes. Je tiens juste à rappeler que l'argument de la force majeure est très rarement utilisé. Alors certes, on est dans une situation complètement inédite, mais même quand il était utilisé auparavant, plaidé devant les juridictions étaient toujours très strictes dans l'analyse des critères. Et des cas qui pouvaient sembler a priori comme ça assez évidents, ont souvent été retoqués, et c'était le cas dans des affaires liées justement à des épidémies de Zika, de chikungunya, d'autres types de maladies. Donc, Mais il faut peut-être aussi se poser la question sur la conséquence. Alors, imaginons que je suis une des entreprises concernées par la sanction gouvernementale de fermeture, etc. Donc, un établissement non nécessaire à la survie du pays. Dans ce cas, quelle est la conséquence de faire jouer la force majeure? une suspension, en fait, une suspension des effets des contrats. Alors, quels seraient les contrats qui peuvent être pris en considération? Mais il peut y avoir effectivement… Enfin, la conséquence de la force majeure selon la loi, c'est une suspension de l'exécution des obligations contractuelles, voire ça peut aller jusqu'à la résiliation du contrat si, en fait, soit la durée de la force majeure est tellement longue qu'elle rend complètement inopérante l'exécution du contrat, soit parce que le contrat devait être exécuté pendant une période déterminée qui est tombée pile au moment de cette période de force majeure. Donc là, je te pose une question pour mes clients à moi. Donc, j'utilise le webinar comme les clients devraient l'utiliser. Moi, j'ai eu des clients qui étaient dans la phase de négociation d'une transaction et qui avaient peut-être signé une lettre d'intention ou autre. Là, il y a donc la crise qui intervient. Si jamais ils ont la possibilité, pour quelque raison que ce soit, de se prévaloir de la force majeure, de toute façon, ça ne mettrait pas fin à leurs obligations ou leurs engagements en cours, ça les suspendrait finalement. L'effet premier, c'est la suspension. Après, on peut arriver, et c'est là où on glisse vers peut-être une autre notion qui est celle de l'imprévision, hein, c'est de dire, en fait, cette crise sanitaire et ses conséquences, les mesures gouvernementales, etc., ont tellement bouleversé mon activité, ont tellement bouleversé le secteur d'activité dans lequel j'exerce, etc., que ça a rebattu complètement les cartes. Et que, alors… Par contre, l'imprévision, c'est quelque chose, sauf erreur, que je peux exclure dans mes contrats. Donc souvent, je vois ça dans les contrats, même dans nos contrats de cession d'action ou de part sociale, qu'on exclut l'imprévision. Force majeure, ça, je ne peux pas exclure. Alors, la force majeure est impérative. La force majeure peut néanmoins être précisée dans le contrat, c'est-à-dire qu'on peut indiquer contractuellement ce qui est cas de force majeure, ce qui n'est pas de cas de force majeure. Et pour revenir très brièvement sur ce que je disais auparavant, il était souvent indiqué qu'une grève interne à l'entreprise n'est pas un cas de force majeure. Des mouvements sociaux internes à l'entreprise n'est pas un cas de force majeure. Donc, on peut se poser, en présence d'une telle clause, si on venait dire, par exemple, que la fermeture de l'usine a résulté de demandes express des salariés exprimées dans le cadre d'un CSE, par exemple, on pourrait se demander si on n'est effectivement pas dans le cadre d'une mesure interne à l'entreprise apparenté à un mouvement social. Et donc, revenons à l'imprévision, le principe que tu as brièvement mentionné là. Là, j'aurais peut-être plus de facilité de sortir du contrat. Alors, là, ce que prévoient les textes sur l'imprévision, ce n'est pas la sortie du contrat, ce n'est pas la résiliation du contrat, en tout cas pas tout de suite, c'est la renégociation des termes du contrat.
C'est-à-dire qu'il faut prouver, il faut justifier que depuis la signature du contrat, sont survenus des événements qui étaient imprévisibles à la date c'est notre cas. de conclusion du contrat. Bah, ça dépend quand on a signé le contrat. Ouais. Et qui sont telles dont les conséquences sont telles qu'ils rendent l'exécution du contrat excessivement onéreuse, l'exécution du contrat. Donc là, c'est l'exemple typique, hein, c'est un fabricant de produits qui a besoin d'une matière première particulière. Le prix de la matière première flambe parce qu'il y a une catastrophe, parce qu'il y a un embargo d'un pays, etc. Le fabricant peut dire « je dois réviser le contrat parce que là, c'est plus possible à ces conditions-là ». Aujourd'hui, il faut montrer qu'il y a un lien entre la situation et mon incapacité à poursuivre l'exécution du contrat aux mêmes conditions. Pour quelqu'un qui a des problèmes de trésorerie, tout ça, ça semble bien compliqué. Déjà pour comprendre, il y a tellement de nuances, et ensuite pour faire démarrer le mécanisme, soyons un peu plus pragmatiques. Si j'arrêtais de respecter mes obligations, soit de paiement ou j'arrête tout simplement de payer. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu par la loi qui me garantit qu'il n'y a pas trop de conséquences dans ces circonstances difficiles, ou qu'est-ce qu'il y a à ton avis qu'est-ce que serait la conséquence d'un refus immédiat de respecter les obligations contractuelles parce que j'ai pas trop le choix? Ouais. Et parce qu'effectivement, il est important d'essayer d'anticiper les conséquences juridiques, d'analyser force majeure, pas force majeure, imprévision, pas imprévision. Mais c'est vrai qu'actuellement, je dirais que la première chose à faire, d'abord, c'est de discuter entre co-contractants, parce que le nombre de litiges va exploser. Donc, et les tribunaux, pour l'instant, sont à l'arrêt. On risque d'avoir un engorgement complet des tribunaux à l'issue, et donc des procédures qui vont être très longues pour régler les problèmes actuels. Bon. Maintenant, je ne paye pas, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne paye pas, après tout. Les juridictions sont bloquées. Quelles sont les voies de recours? Alors, je n'ai pas le droit de répondre, Non, ça dépend. Tu n'as pas le droit. Mais pas le droit. Je dirais que, en fonction de la taille de l'entreprise, la situation n'est pas tout à fait la même. Disons que le fait on sait que les pouvoirs publics sont très vigilants là-dessus. Ils sont très vigilants sur la durée des délais de paiement qui vont s'allonger terriblement, et ce qui met gravement en danger la situation financière des plus petites boîtes. Donc, en gros, plus on est gros, plus on doit faire attention. Plus on est gros, même comparativement, relativement à son créancier, et moins il faut tirer sur la corde. Bon, compris. On revient peut-être tout à l'heure sur vers toi pour un conseil concret. Comment faire pour analyser la situation, pour voir peut-être quel contrat me permet un peu plus de flexibilité, ou est-ce que j'exclus l'improvisation, etc. Mais j'utilise ton dernier point pour faire le saut vers Kitri Magankun, qui travaille chez nous dans le pôle immobilier notamment. Kitri, la question sur les délais de paiement ou sur la conséquence d'un non-paiement, ça c'est aussi une question avec laquelle tu avais déjà pas mal à faire les derniers temps, j'imagine. La question des clients, c'était moi, est-ce que je suis obligé de payer mon loyer maintenant ou non? Ou est-ce que je peux suspendre le paiement ou arrêter le paiement? C'est quoi la situation et qu'est-ce que la législation qui a été mise en place a changé là-dessus? Alors, bonjour à tous. Effectivement, il y a eu des effets d'annonce, enfin des annonces en tout cas, qui ont été faites très rapidement par le gouvernement, vraiment dans les jours qui ont suivi l'annonce de la fermeture d'un grand nombre de magasins. Le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une suspension des loyers, des charges, et a expliqué et a renvoyé à des ordonnances qui devaient sortir pour éclairer tout ça. Ça a mis un petit peu de
temps. Il a fallu quand même 4 ordonnances pour avoir enfin les conditions d'application de ce fameux report. Alors donc, il est maintenant possible de ne plus payer son loyer et ses charges, donc eau, électricité, gaz, etc. Donc toutes les charges et les loyers qui sont exigibles depuis le 12 mars et jusqu'à 2 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc on n'a évidemment pas encore cette date. On est convaincu, ce sera à tout le mois jusqu'à la fin du confinement. Peut-être même encore un peu plus, donc on peut tabler quand même jusqu'à au moins l'automne. Mais quand même pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. Justement, les conditions sont très restrictives. Ça concerne finalement assez peu d'entreprises. Il y a des conditions qui sont cumulatives. Il faut avoir moins de 11 salariés. Il faut être une entreprise indépendante, donc de ne pas faire partie d'un groupe de société. Il faut que le chiffre d'affaires 2019 soit inférieur à 1 million d'euros, que le bénéfice imposable 2019 soit inférieur à 60 000 euros. Et ensuite, il y a une dernière condition, donc il faut évidemment être concerné. Donc, c'est soit des entreprises dont la fermeture a été ordonnée par décision administrative, ou des entreprises qui ont perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Alors, au début, il y avait un chiffre de 70% de perte de chiffre d'affaires qui avait été annoncé, ce qui n'était pas raisonnable étant donné qu'on parle quand même d'entreprises qui ont fermé mi-mars et il fallait une baisse de chiffre sur tout le mois de mars. Donc, c'était un peu une condition, ça excluait énormément d'entreprises. Maintenant, on est passé à 50%. Donc, en théorie, en tout cas, c'est le texte de la loi, c'est soit la fermeture, soit une baisse de 50%. Mais je dois toujours être une petite entreprise. Oui, bien sûr. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en plus, les conditions seraient en pratique encore plus restrictives parce que de certaines très petites entreprises qui sont donc concernées, qui ont fermé leur boutique mais qui n'ont pas eu de baisse de chiffre d'affaires, ont été exclues de ce dispositif. Donc, c'est vraiment un dispositif qui concerne très, très, très peu d'entreprises. Et là, je ne regarde pas la notion de groupe. Est-ce qu'on le sait? Parce que j'imagine quelqu'un qui a mis en place un système qui a peut-être plusieurs boutiques et qui a mis en place un système de une société par boutique. Il a peut-être plus de facilité finalement de voir ce mécanisme, cette loi s'appliquer pour lui par rapport à une société qui a peut-être plusieurs boutiques sous le même toit. Mais bon, ça, c'est juste une réflexion qui sert peut-être à rien. Mais c'est vrai que ça aurait été malin maintenant pour pouvoir bénéficier de cette suspension. Mais dis-moi, donc, concrètement, je le fais quand même. Donc, disons que la plupart de nos clients, j'imagine, tel que je vois les choses, ne seront pas concernés par cette loi ou ne peuvent pas en bénéficier. J'ai quand même un problème de trésorerie et je veux arrêter le paiement de mon loyer. Surtout, la plupart de nos clients, j'imagine, il y en a beaucoup qui travaillent toujours, mais il y a aussi beaucoup qui sont en télétravail total, donc les locaux sont vides. Qu'est-ce que je peux faire, ou plutôt, qu'est-ce que je risque si j'arrête tout simplement le payer mon loyer? Alors, comme Jean-François l'a très bien exposé, donc la question de la force majeure et de l'imprévision ne sont pas si simples. Et en tout cas, ce qu'il faut rappeler qui est très important, c'est que le non-paiement par un preneur de ses loyers peut quand même avoir des conséquences qui sont importantes. On peut avoir une clause résolutoire, mais on peut aussi s'exposer à un motif légitime de non-renouvellement du bail. Donc, pour des emplacements qui sont privilégiés, que le bailleur pourrait avoir envie de récupérer, bon, c'est un vrai risque de ne pas payer ses loyers. C'est pour ça que nous, ce qu'on recommande, c'est dans un premier temps, si je suis encore en capacité de payer mes loyers, mais que je voudrais juste préserver ma trésorerie, nous, ce qu'on recommande, c'est quand même dans un premier temps de se rapprocher de son bailleur, de rechercher avec lui un accord pour formaliser soit une suspension, soit un report, ou alors peut-être un étalement dans le temps, peut-être payer le premier trimestre, pas d'avance, mais le payer chaque mois. Voilà. Ça, c'est nous. Ce qu'on recommande, c'est vraiment de se rapprocher de son bailleur, en sachant que les retours qu'on a eus, c'est qu'il n'y a pas encore il n'y a pas vraiment de position globale. Chaque bailleur fait un peu comme il l'entend. Mais en général, le retour des bailleurs dans nos négociations pour nos clients avec les bailleurs, ils étaient plutôt souples, ou c'est un peu mon sentiment. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Il y a des bailleurs qui ont accepté, qui ont proposé spontanément de ne pas payer les loyers. Il y en a d'autres qui ont accepté, et il y en a d'autres qui ont exigé que le loyer soit payé tout de suite et que même le trimestre soit payé d'avance. Ça dépend vraiment des bailleurs car chaque bailleur, finalement, les bailleurs ont aussi des capacités financières différentes.
Alors, imaginons que le non-renouvellement ne serait pas catastrophique pour mon business. J'ai donc le risque d'une résolution du bail. Mais Oui. aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, quel risque est-ce que j'encours véritablement? Puisque les tribunaux sont fermés, je saute vers Anne-Laure Méry. Anne-Laure, tu travailles chez nous en contentieux et aussi en droit public. Mais là, je te demande sur l'impact de cette crise sur les procédures. Est-ce qu'un bailleur aujourd'hui aurait la possibilité de demander la résolution du bail? En plus, je pense d'abord, il faut qu'il aille demander à un huissier à notifier le congé, etc. Mais devant les tribunaux, est-ce que ça aurait lieu maintenant ou est-ce que ça sera aussi pas traité? Bonjour à tous. Oui, alors aujourd'hui, les tribunaux, ils suivent la suspension générale des activités. Donc, il y a un plan de continuation quand même qui a été mis en place par les tribunaux. Je pourrais, en tant que bailleur, aujourd'hui assigner mon preneur devant un tribunal pour demander la résolution du bail, mais ce ne serait pas considéré comme une affaire urgente. Et donc, je pourrais demander à un huissier d'aller signifier l'assignation au siège de la société de mon preneur, mais il faudra que j'attende la fin de l'état d'urgence sanitaire pour avoir une audience et pour que l'audience ait lieu. En fait, Mais les bon, dossiers… Ouais. moi, en tant que bailleur, j'ai mis tout mon argent, tout mon épargne dans un local commercial. Je suis à la retraite, j'ai pas beaucoup de retraite. C'est le loyer qui me paye un peu ma retraite. Et là, il arrête de payer. Ça, c'est pas un cas d'urgence. Je veux dire, quand est-ce que je prends un cas d'urgence et les tribunaux vont traiter ma demande, Alors, mon cas? ça va dépendre des tribunaux et des domaines de compétences des tribunaux. Dans ton cas, donc, le tribunal judiciaire, il va… En fait, aujourd'hui, on réfléchit de manière pragmatique. Donc, j'ai moins de personnes dans les tribunaux. On évite aussi on essaie de mettre en place les mesures de distance, etc. Donc, je ne peux pas prendre tous les dossiers. Donc, un dossier urgent, par exemple, devant le tribunal judiciaire, ça va être des dossiers qui relèvent normalement des référés heure à heure. Donc, par exemple, j'ai un dommage imminent, un bâtiment qui menace de s'effondrer avec des dommages aux biens, aux personnes. Bon, là, je vais pouvoir montrer que j'ai une urgence réelle, extrême, qui demande la tenue d'une audience immédiate. Maintenant, devant, par exemple, le tribunal de commerce qui gère tout ce qui est procédure collective. Là, je veux aussi avoir des cas d'urgence pour des sociétés qui seraient en grande difficulté, en état de cessation des paiements ou même avant l'état de cessation des paiements et qui auraient besoin d'un accompagnement. Elles vont pouvoir demander au tribunal de commerce la nomination de mandataires ad hoc, par exemple, pour les accompagner. Et le tribunal de commerce va désigner quelqu'un. Et tout ça, ça va se faire à distance. En fait, aujourd'hui, on peut communiquer beaucoup avec les tribunaux par email et les présidents des tribunaux vont, en recevant les requêtes qui peuvent être faites par les avocats, décider s'il y a urgence ou pas. En gros, ça se passe comme ça. Après, devant chaque juridiction, on a des cas spéciaux. Et par exemple, devant le pôle de proximité, aujourd'hui, ils sont en train d'ouvrir un petit peu aux autres cas qui ne sont pas forcément de l'urgence. Par exemple, je peux demander la désignation d'un expert pour une expertise. Je vais obtenir la désignation d'un expert, mais les expertises vont avoir lieu à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc, ça dépend et désolé pour ça dépend, mais on est en plus toujours en train au fur et à mesure, en fait, je pense que les tribunaux s'adaptent et voient ce qu'ils peuvent prendre ou non comme dossier. Mais nous, toi concrètement dans ta pratique, est-ce que tu as déjà, est-ce qu'il y a encore des assignations ou des audiences qui sont tenues ou est-ce que tout est à l'arrêt depuis début mars? Alors, tout est à l'arrêt, c'est-à-dire que les dossiers en cours sont suspendus. Donc, quand j'ai une audience qui arrivait là, entre le 12 mars et aujourd'hui, et ce sera le cas jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, les audiences sont annulées et elles sont reportées à une date qu'on ne connaît pas encore pour le moment. Les dates vont être communiquées après.
après la fin de l'état d'urgence. Maintenant, si je peux quand même m'organiser dès aujourd'hui et faire délivrer des assignations pour des dossiers qui seront traités après. Mais je veux dire, on continue, on peut continuer à faire délivrer les assignations et c'est même conseillé en fait pour pas qu'il y ait un engorgement aussi après qui soit fait. Il y a des huissiers qui travaillent aujourd'hui, pas tous, mais quand même un certain nombre. Donc on peut encore faire signifier des assignations, même si donc ça on a eu le cas. On a fait délivrer une assignation le 17 mars. L'huissier était tout à fait disposé à le faire. Il allait dans la société adverse. Il n'y avait personne dans les locaux. Mais pour autant, l'adresse étant certaine et l'huissier ayant effectué toutes les vérifications d'usage, mon assignation est régulière et je peux déjà… Ensuite, là, j'ai commencé à discuter aussi de manière amiable avec mon adversaire pour essayer de voir comment se sortir de ce dossier. Oui, c'est quand même, je dirais, c'est compliqué parce que ça reste une question d'appréciation des juges pour savoir ce qui est urgent ou non. Et moi, je pense surtout aux cas qui ont peut-être déjà traîné 2-3 ans devant les tribunaux, qui se retrouvent en appel. Il y a quelqu'un qui a plus ou moins de mauvaise foi de l'autre côté et qui se bat et qui gagne du temps. Et là, il gagne encore plus de temps. Et combien de cas on a eu alors, ou que j'ai vu, où la défendresse était une société en difficulté, disons. Et là, si tu as un gros dossier en contentieux contre une telle personne, les probabilités que ta partie adverse va tomber en redressement judiciaire sont encore beaucoup plus élevées. Bien C'est sûr, quand même bien sûr. là aussi catastrophique. Mais je reviens peut-être vers Kitri parce que je t'ai interrompu pour ce point en procédure. Est-ce que tu as encore un point important à nous raconter sur peut-être une question de la part des clients que tu as eu, ou est-ce que tu as à peu près tout dit ce qu'on devrait dire ou qu'on pourrait dire rapidement là dans ce cadre de notre webinaire, sachant qu'on est à 10 minutes de la fin et je vais essayer de poser encore d'autres questions aussi à Valérie et à Jean-François. Non, moi, concernant vraiment donc, les baux commerciaux, la principale question, c'est vraiment le paiement des loyers. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il faut effectivement faire que chaque preneur fasse en fonction de sa situation et décide de ce qu'il doit faire pour payer ou pas payer. Quelle que soit la décision qui sera prise, de toutes les façons, il faudra se rapprocher du bailleur. Il ne faut pas se contenter juste de ne pas payer ses loyers et de couper le son à l'image. Pour les bailleurs, je pense que c'est quand même aussi un marché, une situation assez à part parce qu'il y a une telle incertitude sur l'avenir et sur le besoin en locaux commerciaux dans l'avenir. Tout le monde se rend compte, y compris nous-mêmes, que le télétravail, finalement, ça marche. Hein, il y a des outils. Donc, est-ce qu'on a encore besoin d'autant d'espace Est-ce que chaque société a encore besoin d'autant d'espace qu'auparavant? On l'ignore. Est-ce que les prix vont baisser? On l'ignore. Tout ça, ça joue quand même aussi dans la stratégie pour le prenant à bail. Oui, à mon sens, c'est de l'intérêt du preneur comme du bailleur que les baux se poursuivent et qu'il n'y ait pas de rupture. Donc, je pense que moi, je suis plutôt optimiste sur le fait qu'une solution devrait pouvoir être trouvée. Alors là, on va faire un petit tour de magie parce qu'on va aller vers Jean-François et on se rend compte qu'il est assis exactement à la même position que Kitri. C'est quand même assez phénoménal. Jean-François, dans l'autre sens. est-ce que, Jean-François, toi, tu as encore… je sais que tu as eu des cas pratiques à gérer déjà avec des lettres de résiliation ou de suspension de travaux. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ou peut-être nous dire ce qu'un client t'a posé comme question Moi, j'ai en matière… une question qui était assez intéressante. Enfin, toutes les questions sont intéressantes. Non, il y a une question qui était peut-être un petit peu étonnante, c'était la question d'un créancier, donc une société qui me dit j'ai des clients qui sont en difficulté, qui me demandent des délais de paiement. Jusqu'où est-ce que je peux accepter? C'est vrai que c'est assez original. La volonté évidente de ce client, c'était de conserver
en vie, hein, soyons clairs, ses propres clients. Une société qui reçoit des espèces d'appels au secours de ses propres clients en disant « je ne veux pas pouvoir vous payer », il faut savoir les entendre, mais est-ce que je peux aller, si contractuellement j'ai prévu que une facture devait être réglée à 30 jours, est-ce que je peux, sans prendre de risque, accepter qu'elle le soit à 50, à 60, à 100, etc., etc. La loi dispose que normalement les délais maximum de paiement doivent être à 60 jours, voire 45 jours fin de mois. Ce sont des mesures qui sont protectrices du créancier. C'est-à-dire que l'idée, ces dispositions ont été votées pour éviter les abus, notamment la grande distribution, hein, qui a tendance à utiliser abusivement ses fournisseurs pour faire de la trésorerie. Si le client, lui, accepte des délais de paiement sans y être contraint, normalement, je dirais que dans les circonstances actuelles, son risque est très faible. Le risque restera toujours plutôt du côté du débiteur qu'on pourra soupçonner d'avoir fait pression indûment sur son créancier. Mais aussi le redressement judiciaire, Jean-François. Si moi je suis le gentil et tout le monde est méchant, les méchants vont obtenir leur argent et moi le gentil, j'ai que dalle. Donc, Exactement. C'est derrière, on arrive à pas une sanction classique de par la loi, hein, c'est-à-dire que ceux qui ne respectent pas les délais de paiement risquent jusqu'à 2 millions d'euros d'amende administrative, plus une publication, etc. Je ne pense pas que ce soit ce que risque le client qui fait preuve de mansuétude à l'égard de ses débiteurs. En revanche, c'est vrai, c'est que cette attitude généreuse pourrait être interprétée in fine comme une faute de gestion. Et donc que le dirigeant de l'entreprise qui lui-même aurait accepté ces délais de paiement excessifs pourrait se faire taper sur les doigts par les actionnaires, par la maison mère, etc., en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette idée ?» Il va falloir justifier. Alors je sais que je n'ai pas le droit de dire « ça dépend », mais tout ça, on rentre vraiment, on est définitivement… Et d'ailleurs, Kitry mène 3-2 face à Anne-Laure sur les « ça dépend ». On va beaucoup boire le séminaire. On est vraiment typiquement dans une période casuistique. Ce n'est que du cas par cas. C'est terrible, hein. On n'est que dans du cas par cas. Oui, mais ce que tu dis, c'est quand même grave, parce que s'il y a le moindre risque que l'octroi d'un délai supplémentaire de paiement constitue une faute de gestion, et si c'est lui qui octroie cette suspension de paiement ou ce délai de paiement supérieur, et lui-même ou elle-même dans une situation compliquée, ça risque à mettre en cause la responsabilité de la personne pour l'action en complément passif que tout le monde redoute. Donc là, c'est vrai qu'il faut quand même toujours regarder sa propre situation et ne pas être le sauveur des autres, aussi surtout penser à soi et sa situation personnelle. C'est comme toujours un bilan coût-avantage. Est-ce que le risque à prendre à laisser filer des créances pour sauver un partenaire qui peut-être de toute façon va déposer le bilan in fine et je me retrouve avec une ardoise. Ce sont des périodes c'est une période extrêmement compliquée, c'est sûr. Merci. Valérie, j'ai commencé avec toi et je pense qu'on va finaliser le webinaire avec toi. Tu avais déjà mentionné 3 cas ou évoqué quelques exemples de demandes, de questions de la part des clients. Est-ce que tu as encore quelques conseils ou à donner ou des questions très intéressantes à relayer à tout le monde ici ? Alors, ce qui commence à ressortir des différents entretiens que j'ai, c'est l'après-confinement. Parce que comme tu le disais au début, les demandes de chômage partiel maintenant sont introduites. L'État a quand même mis de la souplesse puisqu'on peut consulter le CSE a posteriori. On n'est plus obligé d'avoir l'accord des salariés protégés. On assouplit les choses. Mais c'est l'après-confinement. Et l'après-confinement, il va falloir l'anticiper parce que, à mon sens, ça passe par la consultation de 2 organismes au moins. Le CSE en interne, ça me paraît difficile de ne pas consulter le CSE et notamment la commission spéciale sécurité santé. Et d'autre part, la médecine du travail, d'ailleurs dont une ordonnance est rendue aujourd'hui qui allège le fonctionnement de la médecine du travail. Il va falloir organiser
la reprise ou la reprise échelonnée, qu'elle soit à la fois dans des bureaux ou dans des boutiques. Comment fait-on? Je donne un exemple. On a vu par exemple que Nicolas rouvrait en ne permettant à un seul client de rentrer dans sa boutique. Ça, je pense qu'il va falloir vraiment s'y pencher de manière qu'il a fallu se pencher très vite sur le chômage partiel parce que tout va se bousculer. Les médecines du travail vont être débordées. Tout le monde va être débordé et vous avez également des cabinets ou des entreprises spécialisées de nettoyage. Et j'ai trouvé qu'il y avait un document qui était très intéressant, qui peut même être regardé par analogie, qui était, je répète, le document de l'UIM. Je ne suis pas l'avocat du syndicat de la métallurgie, je le confirme à tout le monde, mais qui a essayé de faire un conglomérat, d'intégrer l'ensemble des préconisations de l'État, des branches, pour anticiper comment remettre les gens au travail. Ça va poser aussi des problématiques de roulement, est-ce qu'on modifie les contrats de travail? Il va y avoir des tas de questions juridiques et humaines liées à cette problématique. Merci Valérie, merci à tout le monde d'ailleurs, merci Kitri, merci Jean-François et merci Anne-Laure d'avoir pris le temps de préparer tout ça. Je sais que le travail à domicile n'est pas simple pour nous tous, ça concerne aussi ceux qui nous écoutent, avec les familles à gérer, etc., les demandes des clients qui sont toujours là, heureusement. Donc merci à vous, merci à tout le monde qui nous a écoutés. J'espère que ça vous a plu ou surtout que ça vous a été utile. Hein. Le but, c'était surtout ça. Et aussi, on voulait faire en sorte à ce qu'il n'y a pas un effet endormant de notre webinaire. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis. En tout cas, si vous êtes endormi, j'espère que vous étiez dans votre chambre avec le lit juste à côté. Encore une fois, vous pouvez réécouter le webinaire sur LinkedIn et certainement aussi sur notre site web. Voilà, on va le refaire. On va le refaire, je pense, la semaine prochaine. On va le refaire avec votre soutien dans le public. Donc, ceux qui nous ont écoutés, s'il vous plaît, envoyez-nous un petit mot par email ou sur LinkedIn avec peut-être aussi des sujets qui vous intéressent particulièrement. Vos questions qui se posent dans vos entreprises, bon, vous le faites par email, on vous le traite comme d'habitude, mais si vous avez des points vraiment sur lesquels on devrait creuser un peu notre recherche, notre webinaire, dans le même schéma, c'est-à-dire un peu, voilà, on essaie d'être marrant, même si on est des juristes. Voilà. Bon, merci. Il est 11h46. À la semaine prochaine et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Les panélistes, restez avec moi encore un peu. Voilà. Ok, donc j'éteins. On a perdu Kitri au passage. On n'est plus en ligne là, c'est ça, hein? Ouais, non, mais en fait, il faut que j'éteigne, je pense. Donc là, Mathias dit, on vous voit encore. Oui, c'est Vous normal. êtes en ligne. Ah on oui, est bien là. sûr. Oui. Non, mais en fait, ce qu'on va faire, on va essayer de lancer un Zoom spontané. Donc, j'éteins et on se parle sur Zoom. Je vous communique des connexions. Un instant. À tout à l'heure. Ciao. Okay. Donc, on quitte la réunion. Quitter la réunion.